20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonsoir. Et Gauthier Ribinski. Rebonjour Gauthier. Oui. Au sommaire, Israël entame ce qui semble être sa bataille finale à Gaza. L'encerclement de la ville de Khan Younes, une offensive lourde de menaces pour les civils palestiniens, particulièrement nombreux avec les déplacements de population dans l'enclave. Volodymyr Zelensky lui doit plaider sa cause une fois de plus devant le Congrès américain. Discours attendu par visioconférence depuis Kiev alors que les difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne face à la Russie entament la solidarité occidentale. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est son grand oral, un de plus pour Volodymyr Zelensky, mais celui que s'apprête à passer le président ukrainien a une saveur particulière. Attendu par visioconférence à Washington, il doit convaincre les membres du Congrès américain de poursuivre leur soutien financier à l'heure où l'armée ukrainienne est forcée d'admettre que sa contre-offensive n'a pas produit les effets escomptés face à la Russie. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps, prévient déjà la Maison-Blanche. Écoutez Jake Sullivan, il est conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Si le Congrès n'agit pas d'ici la fin de l'année, nous serons à court de ressources pour livrer plus d'armes et d'équipements à l'Ukraine. Voter contre un financement supplémentaire nuira à l'Ukraine et aidera la Russie. Cela nuira à la démocratie et aidera les dictateurs. Et on va tenter de cerner l'état d'esprit sur place avec vous, Mathieu Mabin, à Washington. Volodymyr Zelensky va devoir s'efforcer de convaincre la majorité républicaine à la Chambre. Ce n'est pas gagné. Oui, effectivement, tenter de cerner l'état d'esprit, votre formule est tout à fait juste, puisque les stratégies mises en œuvre par les partis qui composent les chambres du Congrès des États-Unis ont eu ces dernières semaines et même ces derniers mois tendance à jeter le trouble dans la compréhension qu'on pourrait avoir de la volonté de la classe politique américaine, cette volonté de fond. Si on survolait cette actualité, on pourrait être tenté de comprendre que les parlementaires américains commencent effectivement à trouver le temps long et surtout l'ardoise un peu lourde. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des parlementaires démocrates sont favorables à un maintien du soutien financier et militaire de l'Ukraine, y compris à hauteur de 61 milliards de dollars, comme le souhaite Joe Biden dans une enveloppe globale et également côté républicain. En tout cas, au Sénat, il en est globalement de même. L'Ukraine est même l'un des exemples de communion transpartisane qui a marqué le mandat de Joe Biden. Il ne faut pas l'oublier. La difficulté que rencontre la Maison-Blanche aujourd'hui, et on vient de l'entendre, en rappelant, vous l'avez dit, que la situation est désormais préoccupante dans le dossier du financement de l'Ukraine, c'est une difficulté qui trouve sa source dans un sujet de politique intérieure américaine. Alors bien sûr, il y a bien quelques frondeurs à l'intérieur du Parti républicain, ça n'aura échappé à personne, que l'on connaît bien désormais, qui sont regroupés dans le caucus de la liberté, majoritairement composé d'originaux et surtout ultra-conservateurs qui ont en résumé considèrent qu'un dollar américain doit être dépensé pour un Américain, pour faire simple. Et dans le sillage de ces radicaux, c'est vrai, quelques élus républicains profitent de la situation pour tenter d'imposer à la Maison-Blanche un accroissement des dépenses publiques pour lutter cette fois contre l'immigration clandestine. C'est ça, ce volet de politique intérieure, cette immigration clandestine à la frontière sud des États-Unis. Sans entrer dans le détail des enveloppes, un tel geste budgétaire contredit évidemment le projet démocrate et celui de Joe Biden, bien sûr, en matière d'immigration. Et donc, en quelque sorte, Volodymyr Zelensky aura beau rappeler l'enjeu colossal que représente la nécessaire victoire de l'Ukraine, pour reprendre ses mots, le président ukrainien aura beau le rappeler aux élus américains, cela ne changera pas grand-chose puisqu'ils sont déjà globalement convaincus. Oui, merci Mathieu. Vous restez avec nous. Patricia Lémonière, la fenêtre de tir est très réduite parce qu'en fait, on va rentrer là en année électorale aux États-Unis et bientôt plus rien ne sera possible pour Volodymyr Zelensky. Alors tout va dépendre de ce qui va se jouer là. Hein. Si effectivement, je crois aussi, mais ça Mathieu devrait nous le dire, que le président américain a d'autres moyens. Hein. S'il veut aussi financer l'aide américaine, il peut le faire directement. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution dans le discours des autorités américaines. Aujourd'hui, ils le disent, en fait, si vous votez ce budget, c'est pour le peuple américain que vous faites ça. Ça va faire tourner nos entreprises d'armement. Et en particulier, ils pointent des États qui sont des États de presque des swing states en disant, regardez, ces entreprises, eh bien, elles vont tourner. Donc, en votant l'aide à l'Ukraine, vous votez l'aide à l'Amérique et on revient à America First.
à nouveau. Donc c'est un espèce de, si vous voulez, de façon de présenter l'aide en faisant de la politique intérieure et en disant, eh bien, il faut voter ce package si on veut que l'économie américaine continue de marcher. Situation analogue, je parle de la défiance là cette fois-ci sur cette aide en Europe. Gauthier Rybinski, où Emmanuel Macron reçoit, ce sera jeudi, Viktor Orban pour tenter de convaincre le Premier ministre hongrois de ne pas bloquer l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Ukraine, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne lors du prochain sommet européen prévu les 14 et 15 décembre, ainsi qu'un soutien à Kiev de 50 milliards d'euros, parce que effectivement ici aussi en Europe ça commence à être difficile. Mais imagine-t-on, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe, que l'Ukraine puisse gagner une guerre face à la Russie avec 3 francs 6 sous. On n'est pas dans un jeu vidéo, on a l'impression que les gens en Europe, ou même certains sénateurs républicains se disent, alors à la fois c'est sympathique parce que ces Ukrainiens sont valeureux, sont courageux, et puis en même temps s'ils pouvaient ne pas nous coûter trop cher. Mais enfin c'est quoi ça? On n'est pas au casino, on n'est pas dans un concours de jeux vidéo. Dans le cas de Viktor Orban, ça va au-delà simplement d'une volonté d'économie. Il semblerait qu'il y ait aussi un problème même de communauté, d'intérêt ou d'objectif avec l'Ukraine. Évidemment, c'est aussi pour la Slovaquie. Évidemment, et il y a aussi avec certains, avec une majorité de sénateurs républicains, et ce que disait Mathieu tout à l'heure est tout à fait exact, en plus dans une année où éventuellement Trump pourrait revenir au pouvoir. Eh bien, ça veut dire, quand vous écoutez Trump aujourd'hui, qui a un discours beaucoup plus autoritariste qu'il ne l'avait lors de son premier mandat ou de sa première campagne électorale, ça veut dire qu'il y a une approbation tacite de ce qu'est le poutinisme, même si a priori ça peut paraître invraisemblable dans la mesure où la plupart de ces républicains ont été éduqués au lait et à la mamelle de l'anticommunisme. Mais ce qui se passe avec Poutine, c'est que l'ordre vertical de Poutine et son côté souverainiste correspond très bien à une majorité de représentants ou de sénateurs républicains qui sont dans cette aile idéologique. Et on ne voit pas pourquoi. Et malheureusement, c'est une cohérence politique. Ils ne voient pas pourquoi ils voleraient au secours d'une Ukraine qui aspire, avec maintes difficultés, mais qui aspire à des standards démocratiques. Mathieu Mabin, il y a une proximité des milieux conservateurs américains avec la Russie qui expliquerait ces réticences à financer l'Ukraine ? Non, et Gauthier vient de le rappeler, effectivement, la classe politique que nous fréquentons quasiment quotidiennement ici, en tout cas côté républicain et particulièrement au Sénat, où la moyenne d'âge est quand même particulièrement élevée, vous le savez, ces gens ont effectivement été élevés au biberon de l'anticommunisme primaire, c'est tout à fait juste. Alors, on se souvient effectivement que durant le mandat de Donald Trump, l'entourage de l'ancien président a parfois suggéré un rapprochement, et même dans le discours de Donald Trump lui-même, on a pu détecter parfois quelques démonstrations de connivence avec Vladimir Poutine, mais concrètement, rien qui ne se soit vraiment traduit des faits. On ne détecte pas réellement de sentiments pro-russes au sein du parti républicain, pas plus que dans la société américaine d'ailleurs, et en tout cas beaucoup moins qu'en Europe, ça c'est certain. Les électeurs américains ont déjà, on sait, une tendance assez marquée à concevoir la politique jusqu'aux frontières du comté, de l'État, et pour les plus ambitieux d'entre eux, aux limites de la nation américaine. Attention, je ne veux pas caricaturer, mais c'est une tendance présente ici, on le sait. Il est donc globalement établi dans ce que les électeurs américains croient savoir du monde que les Russes ne sont pas les alliés de l'Amérique. Tout au plus, ils ont cessé d'être l'ennemi désigné et cessent d'être l'obsession du Pentagone depuis 1991. Vous vous souvenez évidemment du fou rire Clinton-Yeltsin à New York qui illustre un peu tout ça. C'était en 95, je crois. Mais maintenant, le climat général aujourd'hui aux États-Unis et qui a de plus en plus tendance cette fois à scinder la société entre pro-palestiniens et pro-israéliens représente effectivement un risque de voir l'ultra-droite américaine opérer une sorte de choix civilisationnel, pour reprendre leurs mots. Mais clairement, on n'en est pas encore là. J'ai souvent échangé avec Gauthier sur ces sujets et clairement, depuis la guerre en Ukraine, quiconque prendra ici le parti des Russes serait rapidement qualifié de traître. Du côté de l'opinion publique, sans parler de connivence avec la Russie, il y a clairement une lassitude vis-à-vis de, on va dire, la lenteur de l'Ukraine à atteindre ses objectifs. Oui, effectivement, une lassitude des opinions publiques, oui, mais qui est
autant lié à la durée du conflit qu'à l'incapacité de la Maison-Blanche à maintenir une forme de cap. On l'a dit, d'abord faute de financement, évidemment. C'est vrai qu'il s'installe dans les consciences américaines et qui, notamment les consciences du centre des États-Unis. L'idée que finalement il s'agit d'une guerre lointaine, que l'Amérique n'a pas fait la démonstration de sa toute-puissance et que cette guerre ukrainienne, entre guillemets, vient compliquer la vie politique américaine. C'est une réalité. Ensuite, vous vous souvenez évidemment du rejet qu'ont pu éprouver les opinions américaines au moment de ce qu'on a appelé ici les guerres interminables en Irak et en Afghanistan. Barack Obama et son vice-président de l'époque, Joe Biden, qui n'avait pas trouvé de porte de sortie durant les 8 années de leur présence à la Maison-Blanche, avaient d'ailleurs offert un argument de campagne de poids à Donald Trump en 2016, on s'en souvient. Il s'est donc installé chez les électeurs américains l'idée que les guerres auxquelles participe l'Amérique, doivent d'abord être gratuites en termes de vie humaine de soldats américains, mais également couronnées de succès et surtout très courtes. Or, il semble que pour l'Ukraine, même s'il n'y a pas de soldats américains sur le terrain, le coût de la guerre pour le contribuable et l'absence de victoire franche abîment la patience des électeurs américains, effectivement. Merci Mathieu Mabin en direct de Washington pour France 24. Patricia Lémonière, cette lassitude des opinions publiques, elle s'explique par l'absence de résultats tangibles de l'Ukraine? Oui, enfin, je crois qu'effectivement, Mathieu a très bien décrit, il y a aux États-Unis cette volonté de repli. Enfin, il y a cette tendance régulière au repli dès que les choses ne se passent pas aussi rapidement et facilement que le souhaitent les Américains. Donc ça, c'est une tendance forte. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, sans parler d'évolution civilisationnelle, je crois qu'aujourd'hui, il y a un détachement assez fort au sein de l'électorat conservateur vis-à-vis de l'Europe et des valeurs que nous incarnons. Ils n'ont pas envie de se battre pour défendre les homosexuels, défendre toutes les libertés des femmes, etc. Ça ne rentre pas dans leurs préoccupations du tout. Et dans cette volonté de l'Ukraine de se raccrocher à l'Europe, c'est se raccrocher à cette Europe libertaire aussi, de liberté. Et ça, pour les Américains, aujourd'hui, enfin en tout cas certains politiques, et là encore Mathieu pourra me reprendre, mais je crois que ça ne fait pas du tout partie de leur agenda. Donc, c'est cette tendance aussi, on la retrouve en Europe. On la retrouve en Europe, on la retrouve en Europe, en Hongrie, on la retrouve dans certains autres pays qui se disent, qui ne veulent pas de ces libertés-là. Et donc qui se sentent finalement plus proches d'un pouvoir autoritaire, monolithique, puritain aussi, à sa façon puritain, et qui impose ses volontés et qui ne veulent pas du tout de libéralisation des mœurs. Et cette libéralisation, justement, l'Ukraine le souhaite en se rattachant à l'Europe. Gauthier, convergence de valeurs d'une certaine manière et aussi lassitude face à cette lenteur. Je vous sens effectivement et je vous sais assez agacé par cet argument. Non, parce que je trouve que ce terme de lassitude est insultant. Non seulement pour les Ukrainiens, mais pour tous ceux qui ont compris la valeur presque, on va dire, matricielle de cette guerre. C'est une affaire qui concerne l'ensemble de l'humanité par rapport justement à ce que peut être le type de régime que nous acceptons ou que nous n'acceptons pas. Ce qui se joue en Ukraine avec la conduite des soldats russes, avec ce qui s'est passé à Boutcha, à Izium, à Mariupol, ça n'est pas de la roupie de Sansonnet. Ça n'est pas les événements d'une guerre, encore une fois, sur écran vidéo. Et quand on dit les opinions sont lassées, mais que voulaient-elles aussi les opinions? Évidemment que ça coûte pas cher, mais surtout que ces Ukrainiens qui sont arrogants, parce que c'est ce qu'on reproche à Zelensky, qui s'accroche, qui s'arc-boute pour obtenir des fonds et des armes, eh bien qu'au bout d'un moment, ils fassent preuve d'humilité. Et on les pousse d'ailleurs, on les invite à négocier. Négocier quoi quand le territoire en partie est aux mains des Russes? Négocier quoi quand ce que veut Poutine, c'est dépecer l'Ukraine? Et nous, c'est paradoxal, parce que chez nous, vous avez les souverainistes qui disent « Attendez, 1 cm² de sol français, on n'y touche pas. » En revanche, l'Ukraine, elle pourrait s'asseoir sur sa souveraineté. C'est d'ailleurs ça le monde de Poutine. Hein, le monde de Poutine qui a été théorisé par un certain nombre d'aides et d'acolytes, c'est de dire il y aura des pays dans ce monde que la Russie animera, il y aura des pays qui auront une souveraineté forcément
forcément limitée. D'autres auront une pleine souveraineté et d'autres devront se soumettre un peu comme des vassaux. Eh bien, c'est ça l'idée de ce monde. Et nous, qui sommes finalement gorgés, gavés de démocratie au point qu'on ne sait plus la valeur de la chose, on accepterait et on dirait, bah oui, écoutez, Zelensky, soyez sérieux, négociez, et puis qu'on en finisse. Mais c'est une attitude qui est non seulement scandaleuse, infantile, dépolitisée et in fine criminelle. Donc il faut bien remettre les choses en place par rapport à cette lassitude et à cette tentation d'ailleurs même qu'une forme de géopolitique a, en disant, écoutez, revenons aux affaires, faisons avec Poutine du business comme on l'a fait. On a bien vu. Pendant 22 ans, on a fait du business avec Poutine. Est-ce que ça l'a écarté? Est-ce que ça l'a dissuadé de mener cette campagne? Non. Alors tirons les leçons d'une manière rationnelle, justement. Ce sera le mot de la fin. Patricia Lemonnier, il serait indécent aujourd'hui de contraindre, au nom de la réelle politique, les Ukrainiens à négocier. Je crois que de toute façon, ils ne négocieraient pas. Il faudrait qu'on leur coupe les vivres d'armes et je pense qu'ils continueraient à se battre même sans armes. Je veux dire, ils sont dans un combat existentiel pour eux. Et nous, je veux dire, par rapport à cette lassitude, je crois que c'est la lassitude de certaines élites chez nous. Mais je crois que finalement, la population dans son ensemble s'est faite à cette guerre. Et maintenant, son regard est tourné ailleurs. L'Ukraine n'est presque plus une préoccupation. Et c'est ça aussi qui est dramatique. La préoccupation, c'est ce qui se passe en France, la violence, ce qui se passe, la guerre au Proche-Orient. L'Ukraine n'est plus dans les radars. Et ça aussi, c'est problématique. Merci en tout cas à Mathieu Mabin qui était avec nous. On en parlait justement, le Proche-Orient. Eh bien, c'est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. L'armée israélienne dit avoir encerclé la zone de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. La troisième phase des opérations terrestres dans l'enclave palestinienne a donc débuté. Rebecca Martin. À l'hôpital de Khan Younes, le balai continue des blessés. Dans l'établissement, l'un des rares encore en fonction dans la bande de Gaza, la situation est terrible. Les médecins manquent de tout. Les patients sont pris en charge, à même le sol. Nouvel épicentre de la guerre, la ville a de nouveau été bombardée par l'armée israélienne, qui dit agir avec force contre des centres de commandement du Hamas. Avant les bombardements, elle a largué des tracts sur certains quartiers pour appeler la population à fuir. Mais de nombreux civils ont été tués. J'ai perdu mon mari et mes enfants. Où sont les Nations Unies? Mes enfants sont sous les décombres depuis lundi soir. Ils sont toujours sous les décombres. Arrivée lundi dans la bande de Gaza, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge a dénoncé les souffrances intolérables de la population. Ce qui m'a le plus choqué, c'était les enfants. Ils avaient des blessures atroces, mais ils ont perdu leurs parents. Ils n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Depuis la reprise des combats le 1er décembre, l'armée israélienne a resserré l'étau sur le sud de l'enclave dans le cadre de son offensive contre le Hamas. Des dizaines de chars y sont entrés lundi, comme on le voit sur ces images diffusées par l'armée, mais dont la localisation reste inconnue. Pris au piège dans un périmètre de plus en plus restreint, les habitants sont de nouveau appelés à fuir, notamment vers la bande côtière sud. Mais la zone n'est pas épargnée par les combats. Un raid a été mené près de Rafah dans la nuit de lundi à mardi. D'après l'Organisation des Nations Unies, les 3/4 de la population de Gaza ont déjà été déplacés par la guerre. Et puis toutes les agences de l'ONU sont en alerte. Elles sortent même de leurs réserves habituelles. On parle anéantissement, heure la plus sombre de l'humanité. Des déclarations, Gauthier, motivées par la situation sur place? Oui. Par quoi voudriez-vous qu'elle soit motivée? Non, c'est-à-dire que c'est assez inhabituel d'entendre Oui. des agences de l'ONU sortir de leur langage d'ordinaire empreint d'une neutralité totale. Oui, y compris pour décrire des situations parfois apocalyptiques comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Si tant est qu'elle existe. Mais je crois, si vous voulez, que dans ce conflit que beaucoup avaient oublié, il faut quand même se rappeler qu'il structure un certain nombre, à grande échelle, de rapports internationaux, entre pays, entre blocs, entre moyens pays, entre petits pays, et qu'on le voit même qu'il est structurant même d'opinion politique, non pas parce qu'on importe le conflit en Europe, par exemple, mais parce qu'on le transpose, et que celui qui paraît être l'opprimé là-bas trouve des identifiants, ou l'inverse, des personnes qui s'identifient à l'oppression, par exemple, des Palestiniens, ou à l'attitude d'Israël. Certains vont s'identifier, bien sûr, aux victimes israéliennes. Donc on voit bien que c'est un conflit très clivant et sur lequel d'ailleurs chacun
a un avis, y compris les plus farfelus. Donc, si vous voulez, ça explique aussi que les instances internationales, et je crois que la réalité aussi correspond à ça, il y a, en termes de destruction d'habitation, quelque chose de l'ordre de près de la moitié, voire plus, d'habitation, plus. Détruite, oui. Bon, donc là, il y a quelque chose... Les 4/5 de la population les 4/5, déplacée. voilà, de la population déplacée, et avec aucune perspective, parce que ce déplacement qui compresse, qui comprime les populations vers le sud, avec dedans très probablement des militants combattants du Hamas qui vont ainsi se protéger. Que voulez-vous qu'il se passe? Et avec la question aussi du terminal de Rafah, les Égyptiens qui ne veulent pas de cet afflux de réfugiés, et puis de l'autre côté, l'extrême droite israélienne qui dit mais de toute manière, mettons-les dehors, et puis on verra bien, les Européens, s'ils ont un grand cœur comme ils le prétendent, récupéreront ces réfugiés. Donc là, oui, bien sûr, il y a une situation qui est insoutenable et qui est, encore une fois, il faut méditer le sens de ce que veut dire civil et de ce que veut ou non civil. Vous avez à Gaza des gens qui sont tenus par le Hamas parce que dans les temps précédents, si vous n'étiez pas proche du Hamas, la vie était intenable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils adhèrent, mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y en ait pas qui ait adhéré sincèrement au programme du Hamas. C'est ça la difficulté. Et la complexité de la réalité, elle est évidemment foulée aux pieds par la guerre. Patricia Lémonière, il reste 138 otages d'après Israël à Gaza. Benyamin Netanyahou a laissé entendre aujourd'hui aux représentants de certaines familles de ces otages qui s'entretenaient avec le cabinet de guerre qu'un certain nombre de ces otages ne reviendraient pas. Le signe qu'on a relégué la question de ces otages derrière la neutralisation des principales figures du Hamas à Gaza côté israélien. Inonder les souterrains, en fait, c'est prendre le risque de sacrifier délibérément ces otages. Je crois que dès le départ, c'était la première option, c'était éradiquer. D'abord. Et puis après, c'était effectivement les otages. Benyamin Netanyahou et son gouvernement ont été rattrapés par la question des otages parce qu'il y a eu ces manifestations en Israël et cette pression des familles. Donc il les a reçus très tard, il les a reçus peu. Donc cette question des otages, en fait, l'embête en quelque sorte. C'est pas vraiment son histoire. Donc son premier but de guerre était éradiquer. Alors maintenant, il a un peu changé de vocabulaire. Il dit décapiter le Hamas. Parce qu'il s'est peut-être rendu compte qu'éradiquer, c'était compliqué. Parce qu'effectivement, le Hamas et l'idée véhiculée par le Hamas prolifère un peu en dehors de Gaza. Donc maintenant, c'est décapité. Et on voit qu'il se donne tous les moyens, effectivement, pour décapiter. Quand on sait que pour tuer un responsable à Jabalia, je crois, et pareil à Shardaya, on emploie des bombes qui tuent des dizaines de personnes et qui démolissent, alors on dit, le Hamas dit 90 habitations, c'est peut-être que 40, mais enfin, on se donne, l'armée israélienne se donne les moyens. Donc je crois que le but aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, c'est effectivement décapiter, attraper si possible, montrer qu'on peut avoir Yahya Sinwar ou Mohamed Deif, donc le chef militaire et le chef politique, presque les exhiber en quelque sorte, prisonniers ou neutralisés, comme on dit dans le langage, ramener quelques otages, peut-être pas tous, parce qu'il y en a certainement qui sont peut-être déjà morts dans les bombardements, il y en a qui sont aux mains d'autres groupes, donc le Hamas ne maîtrise forcément pas toute la situation mais Benyamin Netanyahou veut gagner cette guerre contre le Hamas. D'abord, les otages, oui, après. Et je crois que ces deux objectifs sont quand même presque mis en parallèle parce que aussi l'homme politique, la bête politique qu'est Benyamin Netanyahou, c'est essayer de sauver ce qu'il peut de lui, de sa peau en quelque sorte. Il en va de sa survie politique. Il en va de sa survie politique. Et si il ramène des otages et il décapite les deux responsables désignés du Hamas, eh bien là, effectivement, il peut espérer. Je ne pense pas que ça se passera comme ça, mais il peut l'espérer, d'autant qu'en ce moment commence en Israël le procès de Benyamin Netanyahou. Ce procès qu'il a tout fait pour éviter. Jusqu'au dernier moment, ils ont essayé de marchander. Et les juges, apparemment, ont des billes sur le premier cas. Procès pour corruption, donc. Procès pour corruption. Il y a trois situations. Sur la première situation, apparemment, les juges ont des billes, d'où la haine, finalement, du Premier ministre pour ces juges et cette réforme de la justice qu'il voulait pour enfin les mettre à sa botte, là aussi.
C'est à cela qu'est réduite aujourd'hui, il faut bien le Mais dire. il n'y a pas que ça, hein. Je veux dire, il y a aussi l'horreur du 7 octobre et tout le traumatisme profond qu'a vécu le peuple israélien et que Benjamin Netanyahou reprend quand même aussi dans son discours. Mais le cheminement, en tout cas, de cette action israélienne dorénavant, et avec elle tout ce qu'elle comporte comme implication, parce que jusqu'ici en France, on l'a vu avec l'attentat perpétré ce week-end, des individus se revendiquent, potentiellement dangereux, se revendiquent des événements qui se déroulent là-bas. Finalement, c'est au sort d'un seul homme aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, que tout cela se réduit et à sa volonté de préserver son avenir politique? Non, ça ne se réduit pas à un seul homme. C'est-à-dire que quand Netanyahou, pour ce fameux dernier round des élections israéliennes, a favorisé justement l'émergence d'une coalition d'extrême droite, il savait qu'il y aurait un écho à sa propre pensée. Mais il a vraiment les mains... Pardon, mais le sens de ma question, c'est qu'il a vraiment les mains libres aujourd'hui pour mener les affaires d'Israël et d'une certaine mesure aussi les affaires d'une partie du monde en fonction de son agenda personnel? Ça, c'est la question centrale. Parce que de deux choses l'une, et Patricia y faisait allusion, soit l'opinion israélienne prend conscience, mais ça l'a déjà fait, me semble-t-il, des turpitudes qui collent au basque de Netanyahou en matière justement correctionnelle ou pénale, et à ce moment-là, elle voit aussi qu'il y a un lien entre le sort qui est fait à l'état de droit en Israël, avec aussi cette création de milices et l'armement généralisé. Elle fait un lien avec ce qui se passe à Gaza, ou bien à cause du traumatisme du 7 octobre, elle se recroqueville sur elle, et à ce moment-là, on peut penser, et c'est ce que fait Netanyahou, qu'il retombe sur ses pattes comme un chat. Un mot quand même sur ce procès. Il faut le signaler parce que sinon, c'est quelque chose qu'on trouverait normal, nous. Mais enfin, la démocratie israélienne, c'est tout à son honneur d'organiser ce procès en pleine guerre, et on dit on continue. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le ferait, donc il faut quand même rappeler ces choses-là. Simplement, d'un mot, pour terminer, il y a quelque chose qui me semble capital dans cette attitude actuelle, et c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est qu'on a changé de paradigme en Israël, où on est en train. C'est-à-dire qu'autrefois, un otage était absolument sacré, l'État d'Israël étant créé pour protéger les Juifs. Or là, avec l'extrême droite, on est en train de dire, écoutez, la priorité, c'est éradiquer le Hamas. Et la terre prime finalement sur l'individu. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Et Benjamin Netanyahou, avec effectivement cette coalition, son ministre de la Défense, est dans cette logique-là. C'est-à-dire que les otages, après, si on peut, on les ramène, ça sera bien pour moi. Mais d'ailleurs, tous les colons en Cisjordanie le disent. Ils disent, écoutez, nous, ce qui compte, c'est notre terre et c'est sauver notre pays. Et c'est donc se débarrasser du Hamas et des Palestiniens. Une partie en Égypte ou en Europe ou en Jordanie. Effet nouveau, ce sera le mot de la fin. Les États-Unis annoncent l'imposition de sanctions contre des colons juifs accusés d'attaques contre des Palestiniens, précisément en Cisjordanie. Le signe peut-être d'un début de désarrimage entre Washington et Tel Aviv sur ce point. Merci beaucoup Patricia Lemonnier. Merci Gauthier Ribinski. On se retrouve dans moins de 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Je suis Rolf Estep-Domialeux, correspondant de France 24 en Centrafrique. Je couvre l'actualité à Bangui et à l'intérieur du pays. Retrouvez-moi dans les différents journaux et différentes émissions sur France 24. Rolf Estep-Domialeux, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.